Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Cocoon Doré. Qui sont les professionnels autour des parents? Quelles sont leurs spécialités? Quelles sont leurs compétences? Qui puis-je consulter pour ma problématique, ma douleur, mes symptômes? Vous souhaitez avoir les réponses? Alors profitez de votre écoute. Je suis Michèle Mattei, fondatrice de la structure Cocoon Doré, dont l'activité principale est d'accompagner, d'aider les parents et futurs parents, notamment au niveau des tâches liées à la vie quotidienne. Je vous invite à découvrir toutes les prestations sur les sites internet www.cocoondoré.fr ou www.servicedoré.fr. Vous pouvez également suivre les actualités de la structure Cocoon Doré sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Merci à vous et bonne écoute. Bon, Jérémy, alors déjà, merci d'avoir accepté de passer sur le podcast Cocoon Doré. C'est vraiment savoir ce que tu fais, quel est ton métier et pouvoir apporter les réponses donc aux parents qui s'interrogent. Donc, on va commencer tout simple, ton parcours professionnel. Comment en es-tu arrivé à être orthophoniste? Moi, j'ai toujours voulu aider les gens. Donc, de base, je me disais, je veux aider les gens. Donc, de base, je voulais être assistante sociale. Rien à voir avec l'orthophonie. Et mon père m'a dit, t'es beaucoup trop sensible. Il y a plus de moyens maintenant pour les assistantes sociales. Elles peuvent plus assez aider les gens. Toi, t'as vraiment besoin d'aider. Viens, on va à un train de l'orientation. Donc, c'était comme un salon d'orientation, mais dans un train. Hmm. Et je suis passée devant l'école d'orthophonie et je sais pas pourquoi je me suis dit, ok, c'est ça. Alors que j'avais pas encore lu de brochure ou quoi que ce soit. Ah oui? Donc j'ai fait OK, Juste la je vais faire ça. présentation? Ouais, je sais pas. Je me suis dit OK l'orthophonie et après bah, j'ai lu, je me suis documentée. Hein. J'ai fait une journée chez une orthophoniste, donc encore plus, je me suis dit OK, bah je veux faire ce travail. Et donc mon parcours c'est que j'ai fait une prépa en France, donc un an de prépa parce que l'orthophoniste sur concours, il y a Mhm. 3% de chances de réussite. Par exemple à Nice on était 1200, ils en prenaient 32. J'ai D'accord. passé 7 concours après ma prépa, je les ai pas eus. Et du coup, j'ai dit, ok, je veux quand même vraiment faire ce métier. Donc, je suis partie en Belgique, moi, faire mes études. En Belgique, je me suis spécialisée dans le handicap. Donc, moi, je suis une ortho vraiment spécialisée parce qu'en France, elles sont un petit peu moins spécialisées. Elles savent tout faire. Moi, par exemple, je ne sais pas prendre en charge d'adultes. Ok. Mais je me suis plus spécialisée dans le handicap. Voilà, c'est D'accord. ça qui diffère avec la Belgique. Et puis, je suis rentrée il y a un an et demi. Donc, ça fait 3 ans que je suis orthophoniste. Un an et demi en Belgique, un an et demi en France. La spécificité au niveau de l'handicap, elle y est pas ici? Elle existe, mais il faut se former après les études, en fait. Et en D'accord. Belgique, tu peux te former pendant Pendant tes les études. études. Ok. Donc moi, j'ai jamais vu de prise en charge adulte, alors qu'en France, elles vont voir les prises en charge enfants, les prises en charge handicap, mais tout un petit peu. Moi, j'ai jamais vu de prise en charge adulte, par Hmm. exemple, mais j'ai fait énormément de prise en charge handicap. Donc, Du coup, tu en es venue à choisir ce métier par coup de cœur, on va dire. ouais, coup de cœur. En fait, je suis une grande bavarde, et donc aider les gens avec la communication et à pouvoir devenir des grands bavards, bah, pour Hein. moi, c'était incroyable. Et le handicap, je pensais pas du tout aimer. Hmm. Je me disais: «C'est horrible, c'est trop dur, je suis trop sensible, nin nin». Et en fait, j'ai fait un stage là-dedans et pareil, coup de cœur, j'ai fait: «OK, je veux faire ça de ma vie». Et Ok. donc tout est coup de cœur avec Mais t'as moi. pas que des enfants atteints de Non, handicap. moi j'ai moitié-moitié. J'ai Hmm. moitié handicap, moitié dyslexie, dysorthographie, retard de langage un peu plus D'accord. basique, on va dire. Et justement, on va parler beaucoup de troubles, mais de manière globale, qu'est-ce que c'est l'orthophonisme? L'orthophonie, de manière globale, c'est d'aider à la rééducation de la communication, si je pourrais un peu vulgariser. Donc, que ce soit communication écrite, donc pour la dyslexie, dysorthographie, voilà, ça reste quand même un Hmm. moyen de communication, ou la communication orale, donc soit pour les enfants, soit des troubles de langage, donc c'est vraiment des mots, des phrases, soit de la communication avec des outils adaptés pour le handicap, soit après pour les adultes quand ils commencent à perdre leurs mots ou tout ça, voilà, c'est plus la communication. Après, il y a tout un versant oro-myofonctionnel, donc c'est la déglutition, l'oralité. Donc ça, c'est pas vraiment de la communication, mais ça reste toute la sphère orale. Étant donné que toi, tu as fait tes études à l'étranger, tu vas avoir une vision un peu plus claire par rapport à ça. C'est très récent, l'orthophonie. Il n'y avait pas cette reconnaissance de troubles. Mm. Donc, il y a encore toujours des propos négatifs. Il y a des parents qui pensent que bah, c'est une mode. Ouais. Il y en a d'autres qui disent que ça va frustrer aussi l'enfant parce qu'on lui Mhm. rajoute des choses, déjà que le Ouais. monde est compliqué. Même Qu'est-ce des que, médecins qui pensent encore comme ça. voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et en plus, tu as le regard aussi de l'étranger. Ouais. Ben, moi, j'en pense que c'est dommage, cette mentalité, parce que faut savoir qu'il y a au moins 30% de la population qui a des troubles, donc on devrait avoir assez de personnes pour pouvoir rééduquer tout le monde. Là, il y en a pas assez parce que justement, du fait de ces médecins, ces parents, ou même l'État qui pense comme ça, on peut pas aider tout le monde. Mm. Et c'est dommage parce que du coup, on perd du temps.
Moi, j'ai des enfants qui arrivent, ils sont en terminale, ils sont en prépa, et en fait, ils ont jamais été voir une orthophoniste. Ils galèrent, ils sont en décrochage scolaire, et en fait, s'ils étaient venus nous voir avant, bah, on En aurait fait fait, différent. avant, on s'en rendait pas compte, mais il y avait sûrement ces troubles-là qui faisaient qu'il y avait Ouais, des enfants en échec. c'est ça. Avant, on disait oui, mais c'est un cancre à l'école. Et c'est Oui. souvent ce que, quand moi je fais l'anamnèse, donc pour commencer une prise en charge, tu poses tout plein de questions, voilà. Et quand je dis est-ce que chez le papa ou la maman, il y avait des problèmes de langage écrit ou de langage oral, parce que c'est souvent héréditaire, on me dit Ah, ah, moi j'étais un cancre à l'école. Je dis bon, ok, on essaye un peu de creuser. Très souvent, enfin, ils ont jamais été diagnostiqués, mais en fait, oui, ils avaient des problèmes eux aussi. d'accord. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que tu as parlé d'héréditaire et j'ai cette question de maman qui venait après. C'est Ouais. quelque chose donc du coup qui peut être héréditaire. Ouais, bah du coup là je vais pas parler de handicap et tout ça, on va parler juste des Oui, troubles, pour l'instant. j'imagine nous, mais Mais on va en parler aussi après. On va. ouais, Oui, oui, mais bien parce sûr. que du coup faut le dissocier. Enfin le D'accord. handicap non, c'est pas toujours héréditaire, ça Oui, dépend. Mais par contre les troubles, alors c'est pas non plus toujours héréditaire, mais il y a quand même une grande part héréditaire. Très souvent c'est du papa vers le garçon. C'est plus d'accord. souvent le gène masculin, mais ça peut aussi être de la maman vers la petite fille. Donc voilà, si le papa est dyslexique, il y a très forte chance que le fils soit dyslexique aussi. Ouais. Il y a une grande part d'hérédité. Hmm. Ah bah, tu vois, ça, c'est pas très connu. Je le Ouais, non, savais pas. non, ça se sait pas. Parce que en fait, le souci, c'est que justement, on n'a pas le diagnostic sur les parents. Qu'avant, ils n'étaient pas diagnostiqués. Donc, on peut pas dire, ah oui, mais oui, c'est héréditaire. Alors que là, nos enfants de maintenant qui sont diagnostiqués, quand Ok, ils emmèneront leur enfant chez l'orthophoniste, on dira, ah mais oui, vous êtes diagnostiqué. Et là, on fera d'accord. plus le Donc, lien c'est avec. prouvé que, en Ouais, fait, il y a cette ouais, histoire ça a été des... prouvé. On revient sur ton travail. Comment tu repères donc ces troubles? Alors, nous, on travaille sous prescription d'un médecin. Donc, c'est pas vraiment nous qui le repérons, c'est un médecin qui va nous l'envoyer. Mhm. Et après, on a des bilans, donc c'est des tests, des petits exercices, ça peut être sur l'ordi ou sur papier ou avec des figurines, ça dépend des âges des enfants. Et donc, ils passent toute une série de petits exercices. Et après, on compare à la norme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des grandes, grandes, grandes études sur plein d'enfants normaux. Et donc, du coup, ils ont fait une moyenne de tout ce que les enfants normaux sont capables de faire. Et après, on compare, du coup, nos enfants, s'ils arrivent à le faire ou pas. Et du coup, ça nous donne un retard et une estimation du retard. D'accord. Donc, Comme on est sur un audio, je vais préciser que quand elle a dit normaux, elle a mis les guillemets. oui, j'ai eu des guillemets, Voilà, pardon. je vais préciser ça. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste donc ton travail ensuite, en ce qui concerne les neuroatypiques toujours, hein? Ouais, et ben donc du coup on commence par le bilan. Donc pour savoir ce qu'il y a, soit c'est du langage oral après sur lequel on va aller, soit c'est du langage écrit, soit c'est sur Mhm. l'oro-myofonctionnel, mais ça moi je fais pas, donc tout ce qui est déglutition et tout, je pourrais pas du tout en parler. Mhm. Mais donc on fait le bilan, on décrète ce qu'il y a, ce qui va pas, etc. On pose un diagnostic. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire là, il a un retard de langage ou il a une dyslexie, sachant que la dyslexie, la dysphasie, enfin tous les troubles 10 ne se posent pas au premier bilan. On peut pas dire dès le premier bilan, ah ok, il est dyslexique. Parce que on peut dire qu'il y a un trouble si ça persiste dans le temps. Donc, c'est-à-dire que si ça dure plus de 6 mois, 1 an, malgré une rééducation, là, on va dire oui, il y a une dyslexie. Sinon, on va D'accord. dire non, en fait, c'était juste un retard. Il fallait juste l'aider un peu, cet enfant, et voilà. Donc, une fois qu'on a posé le diagnostic, ou qu'en tout cas on a trouvé les troubles, là, on rééduque. Donc, ça peut être soit le langage, donc ça peut être le vocabulaire, donc ce qu'on appelle le lexique. T'apprends à comprendre et à produire des mots Mhm. uniquement. Ça peut être la phonologie, donc là, c'est comment on dit en français, pas orthophonique, la La prononciation. prononciation. Ouais. Et après, ça peut être la morphosyntaxe, donc le fait de faire et de comprendre des phrases. Mhm. Au niveau du langage écrit, donc la dyslexie, dysorthographie, ça va être plutôt bah, la lecture, ça va être au début assembler les sons, Ok. après voir les sons en global, donc tous les mots qui s'écrivent bizarrement, leur cœur, Mhm. chorale, voilà, tout ça les apprendre un peu par cœur. Et après, il va y avoir la compréhension, donc compréhension de début de phrase, puis de texte, Mhm. puis produire des phrases et écrire des mots et tout ça. Voilà. Ça permet à l'enfant, parce qu'en fait, en milieu scolaire, c'est très rapide. On prend pas le temps comme Ouais. ça de se pencher sur la personne en C'est ça. particulier. En Donc fait, là, ça lui c'est permet déjà d'apprendre avec d'autres techniques et puis d'apprendre plus en profondeur parce qu'un dyslexique, il a besoin de 8 fois plus de temps que les autres pour apprendre. Donc, à l'école, ils ont clairement pas le temps de bah, faire bien 8 fois sûr, plus de temps. bien Donc, sûr. nous, voilà, on va. À partir de quel âge on peut constater qu'un enfant est 10 Bah, ça dépend. Pour le langage, ça peut être très tôt. Dès, je dirais, dès 2 ans, tu Ok. peux remarquer des signes. Enfin, nous, on a des tests même plus petits, mais après, c'est. Hmm. Il y a des orthophonistes en néonat hein, pour, Ah oui. bon, là, c'est plus pour l'oralité et tout ça, mais oui, je dirais que dès 2 ans, on peut commencer à voir s'il dit aucun son, par exemple, s'il babille pas,
s'ils nous regardent pas, enfin voilà, il y a des 2 ans, je dirais. Mais il n'y a pas un test qui est déjà préparé ou obligatoire à une certaine phase de l'enfant Non, ou non, ça non. Il y n'existe a les pas. petits tests, tu sais, en maternelle, il y a certains enfants qui font des petits tests avec les infirmières scolaires, là. Oui, mais encore, c'est pas national. Non, il y a pas de test. Donc quand c'est le premier enfant, c'est hyper dur parce qu'ils ont pas de Bien sûr. référence. Quand c'est le deuxième, souvent ils disent: «Ah mais là, il parle plus tard que le Mm. premier et tout». Mais quand c'est le premier, bah, très souvent, ils nous l'emmènent trop tard parce qu'ils savaient pas. Et les parents sont informés, ils connaissent bien ce métier aujourd'hui? Non. Mm. Ils connaissent ce métier, mais très souvent, ils pensent qu'on fait juste, de la dyslexie ou de la prononciation. C'est les 2 choses qui reviennent tout le temps. Le D'accord. langage oral, par exemple, c'est pas du tout connu. Enfin, le fait qu'un enfant à 18 mois, il doit dire 50 mots normalement à peu près, personne le sait et donc du coup, bah, il va parler: «Ah mais il parlera quand il rentrera à l'école». Ouais, on entend Ouais. ça, c'est ça. On dit souvent ça d'ailleurs. Ouais, il On aura le dit déclic. après, Non, il aura pas le après déclic, chacun a mais son rythme. Je sais pas, on dit pas, on n'est pas sur les 50 mots. On se dit chacun a son rythme. Peut-être que lui, il fera plus tard. Donc oui, en mais fait, on se trompe un peu, hein, j'ai envie de dire. ben, c'est vrai que chacun a son rythme, c'est pas Mm. grave si à 18 mois il dit pas 50 mots, mais Mm. si par exemple à 2 ans et demi, là il les dit pas, enfin, il y a Faut se rythme poser et des rythme questions. quoi, il y D'accord. a un petit peu de retard, pas être dans le mois pile, ça d'accord, Mhm. mais il y a ne pas dire de son et tout ça, là il faut se poser des questions. Enfin, Donc tu disais tout à l'heure, on peut même détecter avant que l'enfant soit scolarisé. oui, ah oui, oui, moi j'ai, Complètement. là en ce moment ma plus petite elle a 2 ans et 10 mois, donc quand je l'ai reçue elle était à la crèche, là elle va être scolarisée parce que 3 ans, mais oui, oui, tu peux. Et elle arrive à être, ça me paraît, vraiment, ça me paraît 2 ans et combien tu Et m'as dit? 10 Et mois. 10 mois, quoi. Alors C'est un moi, poupon! ben, c'est par le jeu, du coup, qu'on Waouh! travaille. C'est Et super c'est intéressant. une séance que d'une demi-heure. Une Mmh. demi-heure, c'est court, t'as le temps de... Enfin, t'arrives à capter leur attention. Oui, Change de jeu. Enfin, c'est pour ça, dans le bureau, c'est on a fait un génial. podcast, donc ils voient pas, mais il y a plein de jeux. Tout passe par le jeu avec les petits. Et tu travailles aussi avec les parents aussi, du Oui, à côté? justement, avec ces enfants-là, des fois, ils sont en séance Avec l'enfant? avec l'enfant. On appelle ça de la guidance parentale. Donc, tu OK. aides le parent à développer des techniques pour aider son enfant à parler. Ouais, il y a des petites astuces et du coup, il doit faire, tu lui expliques, toi tu vois le faire, tu vois comment il est avec son enfant. C'est un peu compliqué pour les parents parce qu'ils n'ont pas de référence. Mmh. Comme je disais, souvent c'est le premier enfant qui va être la référence. Donc s'il parle pas et ou il écrit pas aussi bien que son frère ou sa sœur, Mmh. les parents vont le détecter. Mais après, sinon, Bah, alors toi, qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents, du coup? Qu'est-ce qui ferait qu'on doit être plus attentif, plus à moi des je choses dirais, spécifiques qui peuvent nous alarmer et venir consulter, du ouais, coup, bah, déjà je dirais de regarder si son enfant il communique quand il est petit. Donc par communiquer, j'entends pas parler, j'entends regarder, pointer du doigt, sourire. Voilà, tout ce qui est de la communication. mmh, S'il le fait pas, ben, peut-être qu'on va se poser une question sur de l'autisme, un retard, ou voilà, donc ça il faut quand même être attentif. Vers les 18 mois, parce qu'on sait que c'est la référence, il devrait commencer à parler, donc être attentif. Avant, il est censé avoir dit des sons déjà, donc être ouais. attentif à ça, au babillage. Vers 18 mois, regarder s'il dit des mots. Voilà, en fait, c'est. Moi, je dirais aux parents, j'ai des petites fiches comme ça que je leur donne des fois, où il y a des âges de développement. Et je dis, soyez un peu attentifs. Alors, c'est pas grave si c'est pas tout pile, mais soyez attentifs quand même. Il est censé savoir faire ça. Regardez s'il y Après, a pas même de si on se décalage. trompe, on peut, le fait de venir faire juste un bilan, ça ne coûte rien. C'est ça. Bon, C'est, après, pour trouver une place pour un bilan, c'est compliqué, ah mais oui? au moins appeler une orthophoniste ou aller voir le pédiatre et Mmh, dire est-ce que là il y a un problème. mmh. Le Et pédiatre aussi ouais. peut faire ça, peut travailler sur ça. Le OK. pédiatre, lui, il a les normes en tête. Donc quand il va voir l'enfant, s'il croit à l'orthophonie, parce qu'on a encore les anciens pédiatres qui ne Mmh, croient pas, mais normalement, quand il va voir l'enfant, il va dire ah oui, c'est vrai que là, on peut peut-être faire un bilan pour voir, ou là, oui, il faut faire un bilan là. Donc, OK. ouais, le pédiatre, le médecin traitant, selon le médecin traitant. Sur un exemple concret, dyspraxie, par exemple, c'est la coordination, ça. La dyspraxie, ouais, c'est la C'est la coordination. coordination. Un enfant comme ça, qui est dyspraxique, mais qui a envie d'effectuer un métier où il y a besoin du coup d'avoir comme compétence cette coordination. Est-ce qu'en travaillant avec l'orthophoniste, est-ce que avec, je sais pas, en évoluant avec un orthophoniste, ça peut s'améliorer, il Bah, peut être emmené la juste. dyspraxie, c'est plus les psychomotes. Du coup, je travaille pas la coordination, moi, c'est vraiment plutôt le langage, donc ça va être dysphasie, donc Mm. c'est les retards de langage, ou dyslexie et tout ça. Alors, Mais par contre, en fait, ma question, c'est est-ce que on peut être emmener l'enfant à vivre avec ça et pouvoir s'en sortir, ou est-ce qu'il peut être au niveau de l'enfant qui n'a pas ça, en fait? oui, il peut être au niveau, enfin, même on a des enfants qui ont des troubles, tu vois, qui sont TDAH, Mmh. donc troubles de l'hyperactivité, qui sont surdoués, parce que être surdoué, enfin HPI, comme on dit maintenant, c'est
pas un cadeau en fait, hein. On croit Oui, que ben oui, mais c'est pas un cadeau et au final, ils arrivent, dans la norme. Bah, pour te donner un exemple concret, je suis TDAH, d'accord. HPI, HPE, dyspraxique. Donc voilà, je Ah, cumule et je suis orthophoniste. oui, Donc c'est possible de rattraper la norme. Alors, du coup, je connais pas trop ma droite et ma gauche, hmm, mais je suis orthophoniste, tu vois? Enfin, d'accord. on va pas Mais être tu vois, c'est bourrin. c'est peut-être ça qui a fait que le Peut-être. métier t'a intéressé. Mais moi, j'ai été diagnostiquée là, il y a pas longtemps. Mais Tu l'étais pas avant. non, je l'étais pas avant. Oui, c'est possible de rattraper la norme. Après, ça dépend du degré de handicap, bien sûr. Enfin, de trouble. Je parle souvent de handicap parce que je suis matrixée pour ça. Une grosse, 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 grosse dyslexie, pas s'attendre à ce qu'il fasse des études de fou. D'accord. Mais pas parce qu'il a pas les capacités. C'est juste parce que souvent, ça lui demande trop d'énergie, donc il va pas aimer les études. Alors qu'en vrai, Hmm, il pourrait, hein. Et si un enfant est motivé, il peut faire de grandes études, même s'il est dyslexique. C'est juste que très souvent, malheureusement, du coup, parce que le système scolaire est pas adapté, etc., ils aiment pas les études. c'est ça. En fait, c'est plus ça. C'est Ouais. pas c'est leur capacité. Leur capacité, après, ils ont des tiers-temps, ils ont plus d'exercices en moins, etc. Donc, Mais est-ce que tu penses qu'on va arriver à un niveau où les orthophonistes vont travailler en lien avec les écoles, par exemple? moi, je pense, parce qu'en Belgique, c'est déjà le cas. En Mm. Belgique, il y a les orthos qui vont dans les écoles. D'accord. En France, c'est interdit. Mais Ok. ça pose la question du libre choix du thérapeute, parce que du Oui. coup, t'es obligé de choisir l'ortho de ton école, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est interdit. Jusqu'à quel âge tu les suis, les enfants, du coup, comme ça? Tu peux suivre un enfant jusqu'à l'adolescence. Tu peux suivre. Mais après, toi, tu t'arrêtes au niveau de l'âge adulte. Parce que... Ouais, parce que en fait, moi, je le suis pendant sa scolarité, donc Mm. voilà. Et puis là, je suis jeune, donc c'est vrai que les enfants que j'ai maintenant, Mm. ils sont pas encore adultes. J'en ai un de 25 ans, par exemple, Mm. mais lui, c'est parce qu'il a un handicap. Mhm. Donc voilà, je sais que une de nos collègues, elle avait un jeune qui a mon âge, donc elle avait 27 ans, pour de la dyslexie, tu vois. Donc, Mais qui est arrivé plus tard, ouais, lui, il est qu'elle a arrivé pas plus eu tard. depuis... Je sais plus s'il reprenait ses études ou s'il faisait une formation dans le cadre de son travail, mais en tout cas, il s'est rendu compte que c'était difficile. Et, Mm. Est-ce qu'il y a une fin de suivi, j'ai envie de dire? c'est très compliqué la fin de suivi. D'accord. Normalement, la fin de suivi, c'est quand tu refais un bilan et qu'il est dans les normes. Mais le souci, c'est que souvent, bah, ils sont tellement en retard qu'ils rattrapent jamais vraiment la norme. Ils rattrapent Ok. la norme dans beaucoup de domaines, mais pas dans tous. Mm. Donc c'est En fait, compliqué. c'est l'apprendre à travailler avec ce qu'il a, en fait. C'est ça. À vivre avec ce Ouais, qu'il a. c'est ça. En fait, c'est apprendre à compenser, on appelle ça. Donc, ok, Mm. t'as un trouble, mais tu vas savoir faire avec. Ok. Donc, comme quand t'as une jambe en moins, bon, Mais c'est c'est... Oui, plus grave une jambe en bien moins. sûr. Tu compenses. Tu Mm. sais marcher avec l'autre, tu sais marcher avec une attelle. Enfin, D'accord. nous, c'est comme si on te donnait des béquilles, en fait. Quel rôle tu joues alors auprès des enfants atteints de handicap? Handicap, ça va surtout être de la communication, mais pas du langage. Enfin, c'est de la communication par tablette, par picto, par pointage. Donc, Alors, quand tu dis handicap, c'est la surdité. non, moi là, j'en ai pas de surdité. Moi, c'est autisme, Oui. syndrome génétique, épilepsie, Ok. déficience intellectuelle. Voilà, c'est tout des choses comme Dans ça. des écoles spécialisées. Certains sont dans des écoles spécialisées, d'autres sont. J'en ai un qui est tellement grand qu'il est retiré de l'école. D'autres sont encore à l'école normale parce qu'ils ont 3 ou 4 ans, donc pour l'instant en maternelle, on essaie de les intégrer. Et puis ils iront en Ulysse. Mhm. Voilà. Quand je dis normal, on met des guillemets aussi. Parce que, Oui, oui, oui. mais voilà, mais En école ordinaire, j'ai envie de ordinaire, dire. ouais. D'accord. Mais oui, c'est plus de la communication avec ces enfants-là. Mhm. Et un jour, espérer qu'ils parlent, bien sûr, hein, c'est Oui. la Donc, pas finalité, du tout le mais même travail qu'avec... ah non, pas du tout. pas du tout le même Ah, travail. non, clairement pas. Et tu vois les résultats, tu Ouais, c'est beaucoup plus arrives à lent, faire... c'est plus compliqué professionnellement, c'est des fois compliqué, émotionnellement prenant parce que c'est plus lent. Il va falloir, je sais pas, 6 mois, un an pour qu'on arrive à ce qui monte le picto oui. Alors qu'on travaille ça pendant des mois et des mois et mm. des fois c'est compliqué. Mais quand il arrive à dire le picto Ouais, c'est oui au une bout de grande 6 mois, réussite. c'est incroyable. C'est Enfin, ça. donc, D'accord. Il y en a beaucoup comme toi qui sont spécifiés sur le handicap? non, Non. on est très peu. Parce qu'on en parlait la dernière fois, je sais que toi, niveau rendez-vous, Ouais, il y ouais, avait une liste d'attente. ouais. Non, j'ai très peu. Bah, ici, à un moment, on était quatre, j'étais la seule. Là, on est plus que deux, mais je suis quand même la seule. Oui. On est peu. Dans la France, Ça, je sais pas du tout. ici, autour de toi, est-ce que tu as des collègues à qui orienter quand il y a Non. des personnes comme ça? Enfin, j'en connais pas. D'accord. Mm. Elles sont pleines, quoi. Et donc, aujourd'hui, je travaille pas en lien avec des enseignants. On a les réunions scolaires, ce qu'ils appellent les ESS. Donc, je sais pas ce que ça veut dire, ESS, mais les réunions Mhm. d'école. Donc, c'est une fois par an, souvent, pour les enfants avec des gros troubles, où il y a une réunion avec tous les professionnels, euh, les parents, la directrice d'école, l'instit et les AVS, enfin Pour les certaines AESH. écoles.
Pour Pour toutes les Ah, écoles, pour elles sont toutes les censées faire écoles. ça. Oui, Mais du coup, nous, on est conviés à ces réunions. oui, La vérité du terrain, c'est qu'on y va très peu parce qu'on n'est pas payé pour aller à ces réunions et que c'est sur ok. temps, enfin, c'est sur la journée. Donc souvent, ça nous prend le temps d'aller à l'école, de revenir. On perd toute notre matinée ou toute notre après-midi et on n'est pas payé pour ça. Surtout qu'il n'y a pas un travail fait ensuite avec l'école. Je Si, des pense que... fois, oui, certaines écoles, elles sont Mm. preneuses, mais certaines écoles, c'est juste parce qu'elles sont obligées de le faire aussi. Donc voilà, ça dépend. Donc moi, souvent, je demande à les faire en visio. C'est un souci de la France, même si on fait pas ça pour l'argent, mine de rien. Et puis on a quand C'est quand même même un 5-6 travail. patients, du coup, qui loupent leur séance si on Mm. va. Donc ouais, c'est. Est-ce que tu travailles en lien avec d'autres professionnels? Je travaille beaucoup avec les psychomotes. Donc Oui, par exemple, ici, je travaille avec Pauline, les neuropsys, ok. les ergothérapeutes. Par rapport à quoi? Ben, parce que très souvent, un enfant 10 il a plusieurs 10. Il a pas juste la dyslexie, il va Mm. avoir dyslexie, TDAH, dyslexie, dyspraxie, enfin voilà, il Mm. va accumuler. Donc en fait, on fait une prise en charge globale pour aider à tous les 10. Ok. Et après, je travaille. Donc ça, c'est les paramédicaux, donc, ouais, psychomote, ergo, neuropsy surtout. Et au niveau des médicaux, on a les neuropédiatres, les pédopsychiatres et les psychologues. Enfin, pas mal quand même. Ouais, Ouais. surtout, hein. Après, Psychologue parce que ça peut aller très loin au niveau, psychologue parce que par exemple au un niveau de l'état émotionnel de TDAH, ouais l'enfant c'est ça, après. un TDAH, un HPI ou HPE, ça va être compliqué pour lui de gérer ses émotions, donc il peut aller Mm. chez le psychologue ou il y en a même qui sont sous traitement après. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire des principaux défis auxquels tu es confronté dans ta pratique? Moi je crois que les principaux défis c'est motiver les enfants et les parents. Principal défi C'est parce que fou, ça revient souvent ça, hein. ah ouais, Oui, oui, ça revient souvent. Même bah là, quand j'ai fait l'interview avec Véro, qui est donc gynécologue, ouais, elle me disait, elle, pareil, au niveau de l'infertilité, c'est c'est vraiment motivé. motiver Ouais, c'est les parents. compliqué. Mais une fois qu'ils y sont, une fois qu'ils découvrent, ça leur fait beaucoup de bien, quoi. Moi non, moi même pas. Une Mm. fois qu'ils sont là, très souvent c'est on m'a dit de l'emmener chez l'orthophoniste, D'accord. donc j'emmène. Mm. Et après, je m'assois dans la salle d'attente et le Et travail que j'attends. vous me donnez à faire, on le fera pas parce qu'on a déjà le travail de l'école. Ah oui. Donc, alors je caricature, hein, il y a certains parents qui sont géniaux, qui Oui. font, etc. Mais c'est compliqué. Et les enfants, il faut les motiver parce qu'ils ont quand même déjà une journée d'école entière. Après, ils viennent me voir, ou pendant l'école, ils viennent me voir. Et donc, il faut trouver de la motivation pour pas qu'ils aient l'impression de faire que des devoirs, que. Donc, ouais, ça Parce c'est qu'ils le. ont, ils ont des exercices à faire, bah, pour continuer à pratiquer ce qu'ils font avec toi. Moi, j'essaye de pas trop leur donner d'exercice ou alors de dire juste, ben, pendant qu'il fait les devoirs, il fait attention à ça. Mm. Donc, par exemple, imaginons, on a travaillé, je sais pas, les lettres muettes. Je dis, bah, pendant qu'il fait les devoirs, je dis aux parents, essayez d'être attentifs, de lui rappeler la règle des lettres muettes, etc. Mm. Parce que je sais que rajouter du travail, très souvent, c'est pas fait. Ça, Et c'est c'est une dommage, passion. parce que l'orthophonie, c'est pas un miracle non plus. Ouais, non, alors, ça, Pas- c'est le souci, hein. Le nombre de c'est, parents qui rentrent et qui disent, bah, dans 3-4 séances, il ira mieux. Non, dans 3-4 ans, peut-être, mais oui. dans 3-4 séances, non. Enfin, Peut-être parce que eux sont mal informés. oui, je pense. Sûrement Mais d'ailleurs. je pense. Je pense ils n'ont pas conscience de ce que c'est ou Mais de, il le voit comme un médecin qui va donner un traitement. voilà, alors que Tu c'est prends pas ton ça. médicament et puis voilà. Mais Exactement. nous, c'est pas ça. C'est comme une psychologue. Mm. Hein. Elle est pas. On sait, elle est un peu mieux que les psychologues. C'est pas en une séance. Ben, Bien les sûr. orthophonistes, c'est pareil, quoi. C'est ça. Ouais, je pense que c'est vraiment le manque d'information. Vraiment. Ouais, 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 je pense qu'il faudrait sensibiliser un peu tout le monde. Mais Mm. ça commence de plus en plus avec les podcasts, avec les vidéos. Voilà, la Et SGS, vous, c'est pas de entre vous, vous souci. faites pas des groupes d'échange, des tout ça, avec les parents justement Bah, de vos patients? il y en a qui font, mais ça, c'est pareil. On n'est pas payé, en fait, pour tout ça. Oui. Donc, tu vois, c'est pas comme certains métiers, genre orthopédagogue qu'on a Mm. ici. Je sais qu'elle, elle fait des groupes et elle se Oui. fait payer pour ça. Nous, on n'a Mm. pas le droit, légalement. Donc, D'accord. si je veux le faire, c'est du bénévolat. Ou alors, D'accord. je crée une association et dans ce cas-là, je le fais dans un autre cadre qui n'est plus de l'orthophonie. Oui. Mais si je suis orthophoniste, je peux pas. Et, ou alors, je peux faire des groupes d'enfants, mais c'est tout. C'est très mal fait, tu C'est vois. compliqué du coup. Ouais. Rien n'est fait pour qu'on sensibilise les gens, pour nous motiver à sensibiliser les gens. Donc voilà, moi je me suis créé une page Insta, c'est le mieux que j'ai Oui. trouvé avec le temps que j'ai, parce qu'il faut, voilà, il faut aussi qu'on. On n'a pas beaucoup de temps, hein, Vous n'êtes pas comme les sages-femmes qui ont un cadre derrière, qui des gens qui s'occupent du tout de sensibiliser et d'ordonner le métier. bah, on a notre syndicat, mais on est toutes tellement occupées parce qu'il en manque tellement des Eh orthophonistes oui, que t'as je pas le temps de comprends. sensibiliser les gens. Enfin, moi j'ai 76 patients sur liste d'attente là, donc Waouh. clairement, si je dois me rajouter des séances ou quoi, ça va pas être pour sensibiliser, malheureusement, ça va être pour prendre en charge des enfants. D'accord. Tu vois, donc ouais, Mm. il Ouais, faudrait ouais, je qu'ils vois. augmentent le numerus clausus, donc on ait plus d'ortho et alors plus de temps. Et... Ouais.
Je comprends. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais des enfants, enfin, que c'était héréditaire. Est-ce que ça peut être aussi une question d'habitude, de vie? Je m'explique. Un enfant qui grandit avec justement un parent Mhm. qui souffre de 10, on sait que les enfants ont tendance à prendre exemple sur les parents ou à copier-coller, ben, c'est Ouais. normal, hein. Est-ce que ça peut être des fois, il y a des cas comme ça où Ouais. finalement l'enfant, en fait, c'est parce qu'il a pris une Ouais. certaine habitude? Ben là, au-delà de... Je parlerai pas d'habitude, mais je parlerai plutôt de manque de stimulation. C'est souvent le souci. Oui, C'est que l'enfant, il est pas assez stimulé à la maison. d'accord, Et donc, du coup, ben, il apprend pas parce que l'apprentissage, c'est pas que l'école. C'est aussi, ben, avec bien les sûr. parents. C'est ça, Pour le langage, par exemple, si on parle pas à notre enfant, c'est ben, il peut ça. pas parler. C'est comme l'éducation. Ouais, c'est ça. C'est une partie de Mais l'éducation oui, d'ailleurs. vraiment. Et ça, c'est important de le savoir. Et du coup, c'est là que je te disais, on peut pas poser le diagnostic dès le début. Parce D'accord. que du coup, je vais pas dire d'un enfant, lui, il est 10, alors qu'en fait, non, c'est juste lui, il a Hmm, jamais vu un livre de sa vie parce qu'il n'y en a pas à la maison. je comprends. Mais par contre, si avec mon aide, ça aide pas, là, c'est que enfin, ça ne rentre pas dans la norme tout de suite ou quoi, c'est que là, il y aura sûrement une dyslexie. Mais oui, très souvent, Tu te rends compte de ça? oui. Et maintenant, avec les écrans, c'est encore pire. Ouais, j'imagine. Il y a des enfants qui parlent pas, ou alors qui parlent très bien, mais qui disent que des phrases de dessins animés ou quoi. Les parents se disent: Ah non, mais il est trop fort, regardez, il parle en anglais. Non, il comprend pas ce qu'il dit, juste il répète. Enfin, Oui, voilà. oui, oui, Et oui, ça arrive très souvent. d'accord. Bah, c'est Bah, tu l'éducation. vois, ça, c'est un truc aussi à sensibiliser, je trouve. C'est impressionnant. Pourtant, on en Bon. parle, hein, de Ouais, de l'écran, des l'écran, on en parle de habitudes, plus en plus, mais de l'éducation, on en parle, mais je sais pas, c'est bah, peut-être pas assez ou pas de la même manière, je sais en pas. fait, moi, je me dis, on en parle, on leur dit qu'il faut pas faire ça, mais on leur dit pas quoi faire. Oui. Tu vois, on leur Et puis dit, aussi, ne mettez il pas y a les mains à la l'écran. vie qu'on vit en tant que parent Ouais, aujourd'hui, qui est peut-être pas la même qu'avant. Aujourd'hui, oui, les c'est deux ça. parents travaillent. Enfin, Et ouais, il y a puis, beaucoup c'est de choses bien à beau de voir. se dire, ok, je mets pas mon enfant devant l'écran, mais je fais quoi? Tu vois, Mm. on sait pas quel jeu est adapté pour quel âge, tout ça. Ouais. Tu vas dans un magasin de jouets, bah tu vois un écran, tu te dis bah ça va durer longtemps, je lui prends ça. Mm. Alors que bah non en fait. Enfin, mais après je comprends. Moi je juge jamais les parents qui me disent, bon à part les parents qui me disent ils passent 10 heures devant les écrans, mais sinon ceux qui me disent ah ils passent 3 heures parce que le soir je fais mon ménage et qu'il est plus calme, bah oui je l'entends en soi, c'est pas Mais c'est hyper pour ça grave. qu'il faudrait une continuité. Tu sais, là, j'ai voulu vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu te rencontrer pour que tu me parles vraiment de tous ces troubles-là, parce que j'avais fait aussi une interview avec une accompagnante en parentalité. Mhm. Mais elle, elle s'est spécialisée sur les troubles parce qu'elle avait ses enfants Ouais. qui avaient ces troubles-là. Mhm. Donc, elle va chez les Bah oui parents oui. même Ouais. pour accompagner au niveau de la parentalité avec une spécificité sur ces troubles-là. Ouais. Et je pense que c'est un lien, en fait, c'est un fil conducteur parce que toi, Ouais. tu vas pas après Ah non dans bah la non famille. j'y vais pas. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est pas mal, en fait. Bah C'est ouais. peut-être ça, avoir Ouais. comme ça des... Bah, comme l'orthopédagogue qu'on a au centre, elle a ses enfants qui sont 10 et du coup, D'accord. elle s'est spécialisée là-dedans et elle donne plus des conseils. Moi, je Ouais. donne très peu de conseils en fait. Oui, je donne des conseils sur vraiment comment apprendre, mais je donne Oui, pas des oui, oui, conseils mais parce sur que tu peux comment pas te éduquer. focaliser sur tout, c'est normal. Bah, et Toi, t'es sur je suis pas l'enfant, formée à ça, moi. bien Enfin, sûr, t'es sur l'enfant et il faudrait une partie qui ouais. prenne Ah oui, en charge la famille pour que la famille continue ton travail, ouais. en fait. Ah oui, oui, clairement. Mais bon, après, c'est Mm. compliqué dans les modes de vie qu'on Et a les groupes de maintenant. soutien, il y en a pas assez. Enfin, moi, j'en vois pas, en tout cas. Ah non, J'en vois sur d'autres choses, mais pas au ouais. niveau de l'orthophonie. Non, au niveau des troubles 10, il y en a un peu qui commencent à se créer, mais Mm. ouais. Non, c'est pas encore assez répandu. C'est dommage. D'accord. Alors nous, comme on est un peu curieux, on aimerait bien savoir si tu as des histoires concrètes d'accompagnement réussi, que ça soit au niveau du handicap ou des neuroatypiques. Réussi, j'en ai, mais je suis pas une meuf je suis une fille qui a très confiance en elle. Donc du coup, je me focalise plus sur ce qui marche pas. Qu'est-ce qui marche? Bah, j'ai un patient, par exemple, qui est venu, je l'ai pris en charge 28 séances, ce qui est très très peu. Mhm. Normalement, on a minimum 50 séances, après on renouvelle de 50, 20 séances, 50 50. Et je l'ai pris en charge 28 séances. Il est arrivé en me disant que quelques mots. Il avait 2 ans et demi. Et il est reparti après 28 séances en disant des phrases. Ok, Donc il était revenu dans la norme. Mais pareil, parce que je pense que c'était un manque de stimulation, un manque d'envie de l'enfant. Donc il fallait lui montrer que communiquer c'est utile, que mm, parler c'est utile. Il fallait lui montrer l'intérêt qu'il y a après, donc tout ça. Et voilà, il d'accord, a fait que 28 séances, mais il parle et maintenant tout va super. bien. Et quand c'est comme ça, après, ben, l'enfant, tu le suis plus ou tu Non, le suis peut-être une fois tous les 6 mois? non, là Non, même pas. plus J'ai du dit aux tout. parents, vous me rappelez si besoin. Mais Mais ils sinon, m'ont jamais tout rappelé va pour bien. l'instant, ça fait un an, donc D'accord. voilà. Après, réussi un peu moins, entre guillemets, enfin, où je suis toujours l'enfant, mais il y a tous les enfants.
avec un trouble du spectre autistique qui C'est arrive quoi? autiste, Ah oui, pardon. mais qui arrive sans en dire de mots et qui maintenant savent me regarder, me pointer des choses et attraper des pictogrammes. Donc c'est quand même c'est D'accord. chouette. Ou là j'ai un très grand, bah, celui qui a presque mon âge, qui est arrivé, il parlait pas. Il, il était mutique, donc c'est lui qui avait choisi de pas parler, enfin c'est un Mhm. peu caricaturé. Et aujourd'hui, ben, il est capable de me dire certaines petites phrases. Il s'ouvre de plus en plus parce que je l'embête et qu'on va au secrétariat ensemble et qu'on est D'accord. obligé de parler au secrétaire et tout ça. Mm. Donc voilà, c'est réussi. Et Ah, après, c'est chouette. au niveau du langage écrit, ouais, bah, il y a tous ces enfants qui arrivent sans savoir lire et sans associer des sons et qui, au final, arrivent à se maintenir dans leur classe, à pas redoubler, lire. Et alors peut-être pas comme les copains, mais un peu plus lentement, mais qui arrivent. Ah, Et c'est voilà. chouette. Vraiment, c'est un beau métier, je trouve. Moi, Ouais. j'adore, c'est ma passion, mais voilà. Et pour les troubles autistiques, est-ce que tu travailles en lien aussi avec quand ils sont par exemple dans des écoles spécialisées, avec tous les professionnels autour d'eux J'essaye, mais c'est compliqué parce que très aussi? souvent, dans les centres, ils ont leur équipe, ils prennent pas trop le temps de nous appeler ou alors, ils oublient ou moi j'oublie, enfin voilà, c'est compliqué parce qu'on se voit pas. Donc j'essaye. Leur faire un retour? Enfin, il n'y a pas de retour de leur part et de ta part non plus? Si moi je les appelle pas ou si eux dans la structure, il y a pas quelqu'un qui a décidé de là, je vais aller parler à l'orthophoniste, il y a jamais de retour, on est obligé de Ok. rien. Par exemple, un exemple concret, il y a un patient que je suis, bah, depuis que je suis arrivée ici. Il a un gros syndrome génétique et j'ai eu son ergothérapeute au téléphone que hier. Donc ça fait 1 an et demi que je travaille seule dans mon coin, qu'elle travaille seule dans son coin. D'accord. Et qu'en fait, on n'a jamais réussi à s'appeler, on n'a jamais eu de réunion ensemble parce que nos horaires coïncident pas. Donc ouais, Hmm. c'est délicat. Enfin, sauf si tu es orthophoniste dans une structure. Parce que moi, j'ai travaillé 6 mois, j'ai oublié de le dire, mais je travaille 6 mois dans une structure. Donc là, oui, tu es en lien avec tous les autres thérapeutes. Si t'es pas dans la structure, personne t'appelle en fait. Ok. Clairement, ils s'en foutent. Enfin, ils ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, oui, je comprends. Donc ça, c'est dommage. Vraiment. D'accord. Et au niveau du tarif, comment ça se passe? C'est 100% remboursé par la Sécu. Ah. Non, 60% par la Sécu, 40% par la mutuelle. Donc quasiment tout le monde a une mutuelle maintenant, 100% remboursé finalement. Donc les gens Euh, qui se disent c'est encore des frais, C'est en ça, fait, pas du c'est tout, pas quoi. des frais. En fait, il faut juste avoir une ordonnance. Donc, on travaille sous ordonnance Du médecin traitant. du médecin traitant, du pédiatre, de Oui. l'ORL, de la gynéco, même. Enfin, n'importe D'accord. quel médecin peut faire Ok. une ordonnance. Et donc, après, il y a le bilan qui fait 85 €. Mhm. Et après, les séances, c'est entre 25 et 35 à peu près. Ça dépend de la pathologie, en fait. Mm. Plus il y a un handicap, plus mieux on est payé. Et il y a un nombre de séances spécifiques en fonction Ouais, de... le langage et la lecture-écriture, c'est 50. Et puis on peut renouveler tous les 50, mais on peut renouveler à vie. Et Toujours enfin, tant qu'on remboursé. a une ordonnance, ouais. Oui. Tant qu'on a une ordonnance, c'est remboursé, c'est renouvelable à vie. Par contre, il faut qu'on refasse un bilan tous les 50, ce qui permet de voir l'évolution. Mhm. Le handicap, c'est tous les 100. Et c'est bien parce que du coup, c'est reconnu si on a un remboursement comme Oui, ça par oui, rapport à oui. d'autres Ouais. métiers où c'est un Ça, peu c'est plus bien. compliqué. Par rapport à la Belgique, par exemple, où c'était pas remboursé, donc les D'accord. gens bah, ne pouvaient pas tous venir. Ou comme la neuropsy, hein, ça coûte Mm. à peu près le même tarif que nous, mais il n'y a pas tout le monde qui peut y aller. Nous, on est remboursé, donc il n'y a pas vraiment Ah, d'excuse super. pour pas emmener Mm. son enfant, quoi. À Ok. part le temps, bien sûr, parce qu'il faut trouver le temps de l'emmener, mais... Tu interviens ici au centre de santé Les Lucioles. Mhm. Est-ce que tu interviens ailleurs aussi? Non, Ou est-ce que tu as d'autres activités en lien? non, plus maintenant. Avant, j'intervenais du coup à un CESAD de la Croix-Rouge. Un CESAD, c'est un centre je connais pas l'acronyme, mais c'est un centre de santé où les enfants viennent. Oui. C'est spécialisé dans la déficience intellectuelle. J'ai arrêté parce que le salariat, c'est pas pour moi. Mm. Mais Ah, t'étais employée là-bas, ouais, j'étais salariée en tant qu'ortho. en tant qu'ortho, mais les conditions d'emploi des orthos salariés sont pas. On est très peu considérés, on est plus considérés comme des babysitters que comme des orthophonistes dans les structures. Quand ils savent pas où les mettre, ils vont chez l'orthophoniste, sauf que bah, nous, on a besoin d'un suivi régulier. Donc ça me plaisait pas, donc je suis partie en libéral parce que j'avais l'impression d'être plus proactive et de mieux travailler en libéral. Maintenant, je travaille plus qu'ici au centre des D'accord. Lucioles. D'accord, d'accord. En fait, là, j'étais en train de réfléchir parce que tu me fais penser au centre, aux conseillères d'orientation, les assistantes sociales, toutes celles qui sont dans les écoles. Je me dis, mais l'ortho a tout à fait sa place, en fait. Son bureau dans une école aussi pour les suivis Ouais. comme ça. Ouais, alors ça, c'est hyper décrié. Genre, il y a Ah des ouais? orthos qui sont totalement contre, des orthos qui sont totalement D'accord. pour. Pourquoi? Parce je pense qu'on a peur, enfin certaines ont peur de perdre leur liberté un peu de pratique, tu vois, parce que Hmm. forcément, si tu travailles à un endroit, t'as un peu
un chef au-dessus de toi qui va dire, bah, tu fais le bilan de tel enfant, tu fais telle séance à telle heure, nan, nan, nan. Mm. Et comme l'orthophonie est mal connue encore, je pense qu'elles ont peur qu'on nous envoie n'importe qui ou qu'on nous demande n'importe quoi. Ouais, Donc, on sort du cadre ouais, de c'est ça. votre travail. Ouais, donc D'accord. pour l'instant, il y a un peu moitié-moitié de gens qui sont pour les écoles, contre les écoles. Et puis il y a cette libre choix du thérapeute, parce que en vrai, t'es censé pouvoir choisir ton thérapeute. Bon, en orthophonie, clairement, personne ne choisit son orthophoniste, hein. Tu prends celle qui a de la place, parce que Ouais. t'es sur liste d'attente 1000 ans, donc je trouve que c'est un peu... Ben, comme quoi, vraiment, il y a un besoin alors. Ah oui, oui. C'est fou ça. Non, mais on a toutes, moi j'en ai 76, Adeline elle en a je crois 60 sur liste d'attente. Enfin, c'est un truc de fou, hein. Et il y a des gens qui seront jamais pris en charge quand on me demande dans combien de semaines vous allez me prendre en charge, mais c'est dans combien d'années je vais vous prendre en charge des fois. Waouh. Alors que l'enfant il est en... Ben là, clairement, j'ai pris un enfant en charge pendant les vacances, elle est en première professionnelle, elle est en liste d'attente, pas chez moi, mais Mhm. elle vient du Var depuis qu'elle est en CE2. Ah oui, d'accord. Parce que les parents ont des créneaux que le soir, donc personne, enfin voilà, ils Ouais. peuvent pas Bah, tu vois, c'est se comme matcher. ça. Incroyable. Donc elle galère, la petite, et elle est en décrochage scolaire. Tu Donc, m'étonnes. ouais, Ouais, c'est vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. bah, c'est l'État, il faut qu'il nous augmente le nombre d'orthos, mais comme on coûte cher vu qu'on est remboursé, Et puis les études en France, c'est combien d'années? c'est 5 ans. C'est En 5 Belgique ans. aussi, enfin, ouais, c'est un master. Ok. Bon, merci, Bah, de Amy. rien. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose aux parents pour clôturer d'abord? Bah, non, pas spécialement. Ils peuvent me Rajouter suivre certaines sur choses? mon Insta s'ils veulent pour Ouais, essayer de voir et m'envoyer des messages si besoin, et puis de pas hésiter à consulter. Alors, si d'accord. c'est pas une ortho parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de la place, au moins un pédiatre. Mhm. Et si jamais ils ont besoin d'orthophoniste, ne pas baisser les bras. Je sais que c'est long, je sais que les listes d'attente sont longues, mais il faut s'inscrire sur le plus de listes d'attente possible. Un jour, peut-être on vous rappellera. D'accord. Et il faut donner le plus de disponibilité possible si on peut s'absenter du travail, si on peut. Voilà, il faut pas se dire ah non, mais mon enfant il va faire sa journée d'école et il ira chez l'ortho après. Non, parce que là, votre enfant il n'arrive pas à gérer sa journée d'école. Mm. Donc laissez-le au moins sortir un petit peu pour qu'on l'aide et qu'un jour il fasse ses journées C'est ça. d'école en entier. Surtout quand il est dans des petites, dans Oui, des maternelles, des mais choses même comme au ça où collège, on s'il peut. est en décrochage scolaire, ça sert à rien de lui faire sa journée. Nous, on va Oui, l'aider et après, oui, il oui. pourra retourner faire des journées complètes. Mais donc voilà, c'est le Ok. petit conseil. Et au futur orthophoniste? Lancez-vous. Mm. C'est trop génial d'être ortho et venez en stage. Enfin, c'est trop bien. Voilà. Donc, Ok. Parce que dans les 5 ans d'études, il y a des stages ouais, pro il y à a des faire. stages. Mais il y a quand même, enfin, moi, je me dis que c'est quand même 5 ans d'études post-bac. C'est quand même un métier où on sait que, bah, enfin, il y a des besoins. Et pourtant, il a mis tellement de temps à être reconnu, Ouais. il est tellement encore critiqué. Enfin, je sais pas, c'est ça. Bah parce que c'est plus facile de dire qu'un enfant est un cancre que de dire Mm, oui alors. Et puis, du malheureusement. coup, quand le bilan est posé, les maîtresses doivent mettre en place des choses quand même, parce qu'elles savent que c'est plus un enfant lambda, que c'est un enfant Mm. avec des troubles. Donc c'est un peu embêtant quand même. Ouais, Voilà, ils ont 25 enfants, ah, s'il y en a 3-4 pour qu'ils doivent mettre des trucs, ça les embête. Et ce que je peux entendre, voilà, il oui. devrait y avoir plus de classes pour qu'il y ait moins d'enfants, que ce soit plus facile à mettre Ouais, en mais place. bon, ça, on y est Faut tout encore, refaire, voilà. On va on n'y tout est pas changer. encore. On reprend tout, on recommence à zéro et voilà. Ok, merci. Ben de rien. Le podcast Cocoon Doré, c'est l'écoute d'un nouveau professionnel en parentalité le premier dimanche du mois. N'hésitez pas à vous abonner et nous mettre les 5 petites étoiles si vous souhaitez soutenir ce podcast. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine écoute.